Ok, bon après-midi tout le monde. Donc je laisse le temps aux dernières personnes de rentrer pour participer donc à la cérémonie de clôture de cette 10e édition des ATDA. Mais avant que l'on arrive à la partie la plus officielle, on va se poser une question sur l'Internet du futur et quelle sera la place de l'Afrique dans cet Internet du futur. Pour parler de cela, nous avons un intervenant à distance qui va nous parler. Il s'agit de Monsieur Gauthier Vasseur. C'est le directeur exécutif de Berkeley Fisher Center Offer, qui est en direct des États-Unis, et donc qui va nous faire une petite intervention. Prenez votre téléphone portable parce que je pense que ça va être quelque chose d'assez interactif, et notamment on va parler du continent à l'heure du métaverse. Voilà, donc je laisse la place à la régie. Vous pouvez envoyer Monsieur Vasseur. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à tous. Voilà, je pense que vous m'entendez bien. Très bien, merci. Parfait. Bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Je n'ai pas pu venir au Maroc, malheureusement, du fait des contraintes de calendrier. Et puis maintenant, je réalise des contraintes sanitaires. Mais voilà, je me suis levé tôt ici en Californie, avec 9 heures de décalage, pour être présent parmi vous et puis partager un peu de ma passion, de mes recherches sur le monde digital, le monde informatique, le monde de la data. Et pourquoi pas le métaverse, qui est quand même la grande révélation de ce début d'hiver. Voilà, comme j'ai été présenté, je suis Gauthier Vasseur, je suis le directeur exécutif du Fisher Center for Business Analytics à l'université de Berkeley. Mon centre, en fait, poursuit sa vision par la recherche, l'éducation et l'accélération de la diffusion, de l'adoption de l'analytique dans tous les aspects métiers. Donc, on est vraiment sur des problématiques d'analytique appliquée. On ne fait pas d'analytique fondamentale comme certains de nos collègues à l'école d'ingénierie. Je suis également fondateur et coprésident de la Berkeley Alliance for Inclusive AI, qui est une fondation dédiée à la professionnalisation, la formation, l'awareness des professionnels, des étudiants et grosso modo de l'ensemble de toute la société, donc de formation à la data. Et nous donnons en fait des formations certifiantes entièrement gratuites aux communautés qui n'ont pas accès à des formations de qualité et également aux femmes ou dans les pays dans lesquels où elles n'ont pas toujours non plus accès à des positions ou à des formations. En dernier lieu, je suis également instructeur à Berkeley bien évidemment, à l'université de Stanford, à l'association des financiers professionnels et également chez Le Pont Learning, un des leaders de la formation digitale et IA en France. Alors avant de commencer, je voulais d'abord remercier la TDA et toute l'organisation de CIOMAG, en particulier Mohamedou Diallo, de m'avoir invité à cet événement. Je suis extrêmement touché d'être aujourd'hui avec vous. Et d'autant plus que j'ai travaillé en fait de nombreuses années avec le Maroc, au Maroc, avec l'ONCF en particulier, dans le cadre d'une transformation digitale des équipes financières. J'étais d'ailleurs avec une grande dame de l'ONCF, Madame Fatima Lassiri, directrice administrative et financière. Et je garde un souvenir vraiment très ému en fait, et très passionné des missions que j'ai pu faire au Maroc, à la fois par le professionnalisme des individuels et puis de l'accueil extrêmement chaleureux. Donc voilà, je n'aurai pas l'occasion de participer encore une fois à ça. J'espère que très bientôt la situation se normalisera et j'aurai l'occasion de revenir. Donc voilà, cette année aussi, pourquoi je suis là en particulier, c'est que cette année, le continent africain était particulièrement à l'honneur à l'université de Berkeley et à la Haas School of Business, dont je fais partie. Il faut savoir que l'Afrique a eu un nominé et une gagnante au trophée des Berkeley World Business Analytics Awards. Nous avons été ravis de nominer Aminata Kane, directrice générale d'Orange Sierra Leone, au titre de Femme de l'année en Business Analytics. Trophée remporté par Madame la ministre Sina Lawson, ministre de la Transformation digitale du Togo.
Et pour nous, c'était un choix sans équivoque. Et nous avons été vraiment ravis de mettre à l'honneur tout un continent qui fait des choses absolument formidables et qui est parfaitement incarné par les travaux, entre autres, de Madame Canet et Madame Lawson. Il faut savoir d'ailleurs que ministre Lawson fait suite à une magnifique lignée de grandes dames de l'informatique et du digital, puisqu'on trouve entre autres Bina Amanat, qui est la patronne de l'IA chez Deloitte États-Unis, ou encore Wendy Pfeiffer, qui est la CIO du groupe Nutanix, qui est une des CIO les plus en vue en ce moment aux États-Unis. Ben voilà, c'est dans cette lignée que ces dames s'inscrivent. J'ai été en fait très passionné par le sujet de votre conférence, hein, le déploiement d'une infrastructure résiliente, souveraine et durable pour favoriser l'innovation africaine. Et on va parler métaverse, on va parler de nouvelles choses, même si les choses sont très nouvelles et qu'on n'a pas forcément encore beaucoup de recul sur tout ça. Mais je voulais commencer par un point qui nous tient très à cœur et que je voulais renforcer dans l'esprit de chacun aujourd'hui. C'est que si la maîtrise de la technologie et de la donnée sont deux fondations d'une data performante et durable, ça on en est sûr, et c'est précisément le cœur de ce qui a été discuté pendant cette conférence, eh bien, il y a un troisième pilier, une espèce de troisième pilier qui va tout équilibrer, et ce troisième pilier, c'est l'humain. Et c'est l'humain qui, lui, sera le garant, non seulement d'une data pertinente, mais aussi d'une data inclusive et éthique. Et c'est ce trépied qu'il faut mettre en place, et c'est sur quoi aussi je voulais partager un peu plus aujourd'hui pour vous donner les raisons, faire en sorte de comprendre que l'humain dans la data, il ne faut pas le faire parce que c'est bien, mais surtout parce que c'est nécessaire. Alors je vous invite tout au long de cette session à poser des questions. J'ai mis un code barre derrière moi, ou alors sur votre téléphone, vous allez sur menti.com et vous tapez le code 64 15 78 91. Menti.com, code 64 15 78 91, ou alors vous scannez le QR code ici. Et ça vous permettra, je monitorerai en fait les questions qui viendront, elles s'afficheront ici. Hop, je les mets à l'écran. Elles s'afficheront ici au fur et à mesure, et je serai ravi d'y répondre. Parce que même à distance, j'aime beaucoup les exercices interactifs. Donc, Métaverse, l'Internet, je voulais revenir un peu aux fondamentaux avant de commencer. Dans le contexte de la data, mon angle ici, c'est de vraiment faire comprendre, et c'est l'objectif aussi de mon centre, que l'humain est la chose la plus importante qui existe dans la data. Et même si en Silicon Valley, on a une vision très biaisée de la chose, eh bien aujourd'hui, la recherche, mes collègues, qu'ils soient en recherche fondamentale ou en recherche appliquée, arrivent tous à la même conclusion. Nous sommes la pierre d'angle d'une data durable. Là, la première chose qu'il faut garder en tête, c'est en fait les 3 C de la data. Les 3 C de la data, ce n'est pas du tout computer, calcul. Non, non. Les 3 C de la data, c'est création, compétitivité et cost reduction. Et ça enracine déjà la data dans des principes très forts qui sont qu'on ne fait pas de la data pour faire de la data, on fait de la data pour faire des grandes choses. Pour créer des nouveaux produits, pour créer des nouvelles applications. On fait de la data pour être meilleur que l'autre, voire plus loin, plus vite, plus en profondeur. C'est la compétitivité. Et puis on fait de la data aussi pour optimiser les choses, aller plus vite d'un point A au point B. Et ça, c'est la réduction des coûts, c'est l'efficacité interne. Si notre data ne sert pas à ça, alors on ne produit rien. On fait de la data pour la data. Et si on a vu beaucoup d'entreprises en fait faire ça pendant ces dernières années. Pour rester dans le coup, certes, mais pas forcément pour produire de valeur. Et un des produits de la data que je vous invite à considérer, ce n'est pas tellement la data en tant que telle et ce que vous en faites, c'est en fait 2 objectifs que la data, enfin plutôt 2 valeurs que la data va vous donner. C'est la notion de insight, bien évidemment, de visibilité sur votre activité, mais ça on le sait tous. Mais la deuxième valeur que vous apporte la data, c'est le temps gagné. Et vous vous rendez compte que créativité, compétitivité, réduction des coûts ne peuvent fonctionner que si vous savez où vous êtes, d'où vous venez, où vous allez,
et que si vous avez le temps d'y réfléchir. Et aujourd'hui, c'est une valeur très très forte que l'on observe dans la Silicon Valley, c'est prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se sortir de la tête de l'ordinateur pour se poser les vraies questions. Et le problème, c'est que la journée ne fait que 24 heures, qu'on est tous à tourner comme des petits hamsters dans nos roues, derrière nos machines, à cruncher de la data. Eh bien, une data maîtrisée nous donne non seulement l'insight, mais va nous offrir des heures chaque jour, des heures que nous allons pouvoir réinvestir dans notre bien-être personnel et aussi dans notre recul sur notre façon de travailler. Donc l'humain va être là, parce que ce n'est pas l'ordinateur qui va faire avancer la créativité. Ce n'est pas l'ordinateur qui va permettre de créer de nouveaux produits. C'est précisément l'humain. Et l'humain, d'ailleurs, on le retrouve aux deux bouts de la chaîne analytique. On le retrouve à la question et à l'action. Parce qu'aujourd'hui, l'analytique, ces déploiements durables, infrastructures digitales, dont il a été question pendant cette conférence, eh bien, ils ne prennent forme qu'à partir de la question métier. Et les ordinateurs ne posent pas de questions, ce sont nous tous qui, sur la base de notre expérience, notre expertise, notre intuition, allons poser ces questions pertinentes. Allons challenger le status quo. Il n'y a que l'humain, un humain éduqué, ouvert, qui va pouvoir poser cette question-là. Et l'obligation que nous avons à l'autre bout de la chaîne, c'est de pouvoir prendre des décisions et les mettre en action. Et c'est là aussi où on voit la chaîne qui a tendance parfois à se briser, c'est qu'on est capable de faire de très belles choses en data, d'avoir de très très belles conclusions données par l'intelligence artificielle, par le machine learning, mais par faute de confiance, de compréhension ou d'adaptabilité, eh bien en fait il ne se passe rien. Ce qui fait qu'à la fin, on a une chaîne de valeur de la data que l'on a mis en place qui a coûté très cher, parce que la data, c'est quand même pas gratuit. Le cloud n'est pas gratuit, mais ça, vous le savez très bien. Et si ces investissements n'aboutissent pas précisément à des actions, alors ils n'auront servi à rien. Alors, pourquoi l'éducation des humains est importante, de l'homme, de la femme est importante dans ce contexte? Eh bien, dès la question métier, on va pouvoir avoir des personnes qui vont poser des questions moins biaisées, des questions plus ouvertes, vont avoir moins peur de poser des questions challenging parce qu'ils savent que la mécanique data, elle se maîtrise, elle se met en place. Et on va avoir à l'autre bout de la chaîne des personnes formées qui vont aussi prendre en compte, dès le départ d'une chaîne analytique, la réflexion sur est-ce que c'est vraiment applicable et faire en sorte que plus de data ou une data plus pertinente soit amenée sur la table de manière à ce que les actions décidées soient décrétées. Alors je regarde côté questions, si nous avons quelques questions à ce stade-là. Je pense que voilà. C'est parfait. Bah, écoutez, je vais pouvoir les prendre. Oula, je pense qu'on va en prendre que quelques-unes. Là, ça commence à... C'est fantastique. C'était peut-être l'outil qui nous manquait un petit peu. C'est bien, comme ça. Alors, bah écoutez, je vais faire, donc, je vais boucler cette partie-là qui pour moi est très importante. C'est que l'humain doit être ancré, associé aux décisions data dès la question métier. Les ordinateurs ne savent que répondre, ce sont les humains qui posent les questions, et également dans l'action. On a eu récemment un programme de recherche avec une société d'aviation qui a été capable de faire de la prédiction sur les pannes, les problèmes de pièces détachées sur les avions, mais qui s'est rendu compte que autant les algorithmes étaient extrêmement performants et donnaient une très bonne fiabilité, autant leurs problèmes étaient plutôt sur les pistes de décollage, d'atterrissage, où les mécanos disaient « moi, je n'ai pas confiance en vos algorithmes, je ne les comprends pas, et par conséquent, je n'obéirai pas ». Et vous voyez, on voit qu'une chaîne analytique très lourde, très belle, n'aboutit à rien sans l'engagement de l'humain. Deux dernières choses à propos de ces points sur lesquels nous sommes vraiment en concentration. Dans toutes vos implémentations, il faut aussi également penser à une éducation large de vos employés, de vos collaborateurs ou des communautés qui vous entourent. Parce que la chaîne, aujourd'hui, la chaîne de traitement de la data, du digital, elle est extrêmement longue. Alors certes, on a mis le focus sur les data scientists qui sont devenus le métier le plus sexy du monde, tout le monde en veut, tout le monde en cherche. Mais aujourd'hui, on ne pilote pas une boîte avec une armée de data scientists.
Aujourd'hui, cette chaîne de valeur de la data, cette chaîne de la décision, elle prend ses racines dans le quotidien de chacun, à tous ceux qui saisissent de la donnée, qui collectent de la donnée, qui vont organiser de la donnée. Et si on n'a pas une culture digitale dès ce point-là, alors c'est la garantie d'avoir une donnée qui ne colle pas, une donnée qui n'est pas gérable, et par conséquent de ne pas bénéficier de toutes les promesses de l'analytique avancée. Et plus que jamais, il est nécessaire de former très très largement les populations de manière à ce qu'il y ait cet appétit pour la data, cette compréhension, cette démystification, et ensuite progressivement une compréhension de base qui peut suffire, une plus avancée pour de l'analytique simple, une un peu plus pointue pour de l'orchestration, de la gouvernance, et bien évidemment de la formation plus avancée pour des mises en pratique de data science. Même si encore à ce niveau-là, je forme beaucoup de jeunes data scientists qui ne sont pas des mathématiciens, mais qui en savent assez pour devenir d'excellentes contreparties avec les ingénieurs de la data et leur donner cette partie métier organisée autour de la data pour qu'eux apportent la science qui pourra être appliquée au métier. Dernière chose à propos de la data pour l'humain, et ça c'est quelque chose qui, pour 2022, il faut vraiment le mettre sur l'agenda, c'est commençons à recruter un peu différemment. Aujourd'hui, la data, on le voit dans nos formations à Berkeley, ça s'enseigne relativement facilement. Sauf si vous voulez faire de la data science avancée, là, les principes de la data sont relativement simples. Par conséquent, ce n'est plus la peine de s'arc-bouter sur des gens qui maîtrisent parfaitement leur code, leur technique. Depuis très longtemps, enfin depuis plusieurs années maintenant, on privilégie en fait un autre état d'esprit autour de la data qui, lui, est absolument nécessaire. C'est cette notion de curiosité, d'envie d'apprendre, de challenger le status quo, de toujours s'étendre un peu. Et cette dynamique, elle est nettement plus propice à une analytique percutante que la simple connaissance technique. Parce qu'aujourd'hui, et je l'ai vu dans des grandes sociétés Internet dans lesquelles j'ai travaillé, avoir des gens académiquement très forts sur des domaines de la data, c'est très bien. Mais si l'état d'esprit n'est pas un état d'esprit pionnier, comme d'ailleurs, j'ai mon livre sous la tête, comme pour mon livre que j'ai récemment sorti en début octobre, Être data pionnier, c'est-à-dire avoir envie d'apprendre, avoir envie de se battre, avoir envie d'être curieux, de partager, d'être vraiment un influenceur de la data, si on n'a pas cet état d'esprit-là, eh bien, on fait de la data juste quelque chose de récurrent, sans but particulier, sans innovation. Donc ça, c'était les 4 piliers que je voulais partager avec vous pour faire en sorte que la data reste humaine, inclusive, non pas parce que c'est bien, mais parce que c'est nécessaire. Alors si vous le voulez bien maintenant, je vais pouvoir répondre à un certain nombre de questions, parce qu'effectivement, nous en avons reçu beaucoup. Ok, merci beaucoup, Monsieur Vasseur. Donc on va prendre, je ne sais pas, il y a combien de questions? 11. On ne peut pas toutes les prendre. On va peut-être prendre les 3 ou 4 premières questions, et après on va avancer dans cette cérémonie de clôture. Ben, merci beaucoup. Donc je vous laisse le soin de lire les questions. Donc la première question. Le métaverse sera-t-il une réelle révolution? Comment faire pour qu'elle ne soit pas accaparée par les GAFAM et que l'Afrique ne soit pas exclue de cette révolution? Alors, le problème, parlons plutôt des mauvaises nouvelles, c'est que le support, l'architecture derrière le métaverse, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, qui nécessite des investissements, qui nécessite une maîtrise technologique très très forte, que malheureusement, on ne parle même pas au niveau du pays, mais que peu de régions sur notre planète ont. Et la Silicon Valley, là, elles ont beaucoup d'avance, elles ont une attractivité pour les talents, les cerveaux qui savent développer ça. Je crois que, au risque d'être un petit peu défaitiste, c'est pas quelque chose qui se rattrape. Et ça, c'est probablement valable pour l'Europe, c'est valable pour tous les continents. Maintenant, il y a plusieurs façons de travailler là-dessus. Cet écosystème, il ne demande qu'à être enrichi par des startups, par des sociétés qui vont contribuer. Donc, soit on est contre le métaverse, on n'y va pas et on s'oppose, soit on dit non, on va surfer la vague et peut-être qu'on va prendre la responsabilité de rendre ce métaverse éthique, durable, inclusif. Et il ne tient qu'à créer des startups, s'associer. Il y a des programmes dans la Silicon Valley, chez Google, chez Facebook, qui sont très ouverts à ça. Je pense que ça peut être un véritable tremplin pour beaucoup d'entrepreneurs et de sociétés en Afrique. Et l'autre chose, il reste que
qui est très créatif. Le métaverse, effectivement, va être chargé de pubs, d'influences, malheureusement, qui prennent leurs racines dans la Silicon Valley. Mais il ne tient qu'à vous de créer des métaverses pour des communautés locales et de faire de ce métaverse ce que vous voulez en faire. Ok, Donc je pense que la bataille technologique est peut-être un peu perdue pour tout le monde. Mais ce qu'on peut en faire, il ne tient qu'à nous d'en faire quelque chose de bien. Voilà. Donc on va passer à la question suivante. Serions-nous à l'aube d'une ère nouvelle avec l'émergence de la métaverse, IA, etc. Alors le métaverse, effectivement, le métaverse va quand même changer un peu la donne, puisque on va être le réalisme de ce monde virtuel devient assez frappant. Maintenant, si on veut être un petit peu ironique, aujourd'hui, quand vous vous promenez dans une grande ville, alors en même temps, je ne suis pas allé en Afrique, mais une grande ville comme Paris, vous avez des gens, qu'est-ce qu'ils font? Dans le métro, ils regardent Netflix, au bureau, ils regardent leurs réseaux sociaux, quand ils rentrent chez eux, ils regardent Netflix, et la nuit, ils se réveillent et ils jouent sur Candy Crush. Le métaverse, quelque part, il est déjà réel. On a cette espèce de bulle digitale autour de nous qu'on s'est créée, sauf que dans 2-3 ans, on y sera réellement. Donc, pour moi, il y a juste une digitalisation d'un monde dans lequel on est déjà bien... voilà, une digitalisation complète d'un monde dans lequel on est déjà bien infiltré. Côté IA, là, c'est là où je pense que rien n'a changé côté IA. La mécanique IA, en fait, révolutionne effectivement la façon de voir les choses, mais depuis la nuit des temps, on a eu besoin de prendre des décisions rapides et claires, on a essayé de prédire, sauf qu'on n'avait pas toujours les outils. Et aujourd'hui, en fait, l'IA qui repose sur les algorithmes qui existent déjà depuis plusieurs décennies a été rendue possible parce que beaucoup d'informations est digitalisée, on a la puissance de stockage et on a la puissance de calcul. Et donc sur la base, sur les fondements, il n'y a rien de nouveau. C'est toujours la course à en savoir plus le plus vite possible pour prendre les décisions. Sauf qu'aujourd'hui, des mécaniques qui n'étaient pas possibles avant parce qu'il fallait les faire à la main, maintenant on a les machines qui peuvent les faire. Okay. Donc ça, c'est une accélération du paradigme. Je ne pense pas à un changement du paradigme des décisions. D'accord, merci beaucoup, M. Gauthier. On passe à notre troisième et dernière question. Le métaverse sera-t-il... Alors, troisième question. On avait vu celle-ci. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de souveraineté si les GAFA imposent toujours leurs normes, standards aux gouvernements, pays du monde? Cette notion de souveraineté aussi, c'est vrai qu'elle est très souvent revenue lors de nos débats. Et justement, comment est-ce que tout ça, en fait, ça peut s'agencer? Oh là là, alors ça, c'est le sujet que je connais moins parce que je travaille avec des responsables de gouvernement, mais voilà, je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants diplomatiques. Alors, je vais parler pardon, avec mes mots simples. Aujourd'hui, les GAFA ne vivent que par leurs clients. Et aujourd'hui, si Google est si riche, c'est parce qu'on veut bien utiliser ces services gratuits, mais en contrepartie de beaucoup d'informations qu'on leur donne. Et je crois que par l'éducation, par l'éducation, on peut donner à des communautés entières, faire comprendre que les premières barrières à cette domination GAFA, eh bien, c'est eux. Et il faut être capable de leur offrir des alternatives plus saines, plus claires, à qualité probablement égale. Et je prendrais vraiment le problème à la racine. Tant qu'on n'aura pas, et c'est un problème majeur aux États-Unis, plein de petites filles, toutes les petites filles d'une génération qui sont sur Instagram, dont le taux de suicide est en croissance constante, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là en disant aux petites filles, Instagram, c'est pas la vraie vie, va voir tes copines et va jouer avec elles, eh bien les GAFA gagneront. Si on arrive à changer ce paradigme-là, et c'est valable aussi pour les jeunes garçons et tout ça, mais je pense à l'exemple des petites filles parce qu'il a récemment été cité lors des auditions de Zuckerberg. Si on prend ce problème à la racine, si on prend le problème des circuits courts plutôt que de commander sur Amazon ou de commander en ligne sans intérêt, je ne dis pas qu'il n'y a pas de valeur à le faire, mais si on consomme et on est un peu plus raisonnable dans notre vie quotidienne, c'est là qu'on va reprendre le dessus. Alors justement, donc, du coup, vous me donnez le tremplin idéal pour la question qu'on m'a soufflée, qui sera peut-être l'avant-dernière, je vous laisserai choisir la dernière. Est-ce que justement le métaverse ne va pas augmenter la fracture digitale de genre ? Ah mais absolument. C'est en fait absolument.
Les risques sont complètement ouverts. On a, alors ça me permet de rebondir sur la question numéro 7, hein, la disparité d'accès entre les hommes et les femmes, qui s'additionne avec la disparité de l'accès aux formations. Donc, petit pitch personnel, on est ici dans une grande université marocaine. Je vous invite vraiment à travailler avec vos organismes de formation locaux, à travailler avec nous aussi à Berkeley. On a ce programme d'IAIA, Alliance for Inclusive AI, pour justement aider à faire fondre ces disparités avec des formations de qualité qu'on peut faire en hybride avec des entreprises, avec des communautés. Donc, absolument, on a donc cette tempête parfaite entre inégalité d'accès à la formation, inégalité sociétale qui existe de fait. Ensuite, il faut savoir que quand vous voyez les équipes de développeurs ici en Silicon Valley, c'est quand même un peu tous des jeunes garçons, type caucasien, indien ou chinois. Ce sont eux qui un peu décident de tout. Et je ne dis pas forcément qu'ils le font avec malice, mais on a un parfait cocktail pour que ces biais s'accentuent. D'autant que vous le savez tous, un algorithme n'est jamais méchant, un algorithme ne fait qu'apprendre, mais apprend sans arrêt, et si vous lui injectez des biais de données ou des biais de paramétrage, il va les accentuer de manière infinie. Donc oui, absolument, je pense que c'est un véritable problème, et il revient à nous, les humains, d'être la première barrière contre ces biais, contre ces abus-là. Ok, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Est-ce que vous pouvez applaudir pour Monsieur Gauthier, s'il vous plaît? Voilà, de toute façon, tous les détails, toutes les coordonnées sont là. Merci beaucoup, Monsieur Vasseur. Enfin, voilà. C'est pas grave. J'ai confondu le prénom. Donc, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Nous allons avancer dans la suite du programme et notamment de la cérémonie de clôture. Et là, nous arrivons, ce sont des assises, ce sont des travaux, donc forcément, il y a des actes et des recommandations. Et je vais demander à Monsieur Lassina Koné, en tant que président du comité scientifique des ATDA de cette 10e édition, de bien venir justement nous parler des actes et recommandations de cette 10e édition. Est-ce que vous pouvez applaudir pour lui, s'il vous plaît? Merci. Oups. Merci beaucoup. Je suis très très honoré pour ça en tant que président du comité scientifique. J'ai 10 minutes pour conclure. Pour 10e édition de l'ATDA, cette 10e édition de l'ATDA constitue, d'abord, je vais parler des observations et les recommandations rapidement, et puis partager quelque chose avec l'audience. Dans les observations, le premier point est que cette 10e édition des ATDA constitue un virage important. C'est la première édition qui se tient en terre africaine, et bravo, et dont la philosophie est le rassemblement. Et deuxième point de cela, les TIC, qui est les technologies de l'information et de la communication, peuvent contribuer à réaliser chacun des 17 objectifs de développement durable ODD, qui est SDG, Go. L'objectif 9, notamment, prévoit accroître nettement l'accès aux services de télécommunications et de faire en sorte que même les habitants des pays les moins avancés aient accès à l'Internet. Et troisième point est que, dans les observations, cette rencontre peut nous permettre d'aller vers un digital, non pas technologie, mais sociétal. L'autre point est que la protection des données ne doit pas être perçue comme un ralentissement du digital, mais comme un accompagnement nécessaire pour aborder le digital. L'avant-dernier point d'observation est que les données de l'Afrique doivent rester en Afrique. C'est une question de souveraineté digitale du continent.
Le dernier point d'observation, face à l'augmentation exponentielle des données et la densité des réseaux, il est nécessaire de proposer des recommandations qui permettraient aux États d'adapter leur stratégie pour conduire leur population vers le développement. Et en ce qui concerne les recommandations, l'écosystème d'abord. Créer un écosystème qui favorise l'éclosion des champions africains pour pouvoir travailler en partenariat avec les GAFAM sans être hyper dépendants d'eux. Et c'est très clair, on vient de voir l'intervention de M. Vincière. Deuxième point, parce que l'innovation n'est pas seulement l'affaire des startups, mais aussi des universitaires. Il faut financer les recherches pour améliorer les services. Troisième point de l'écosystème, accroître les investissements dans les startups pour couvrir les besoins du développement numérique. Mais là, je dirais, ce n'est pas seulement accroître les investissements, c'est aussi accroître l'encadrement, parce que l'investissement des startups n'est pas tout. Car en Afrique, 90% des startups échouent les premiers 3 ans. Ce n'était pas manque de financement, mais c'est manque d'encadrement. L'autre point, c'est favoriser la création de clusters digitaux associant porteurs de projets et plateformes d'échange afin de permettre à ceux qui ont des solutions d'avoir la possibilité de les commercialiser. Encore, créer un couloir entre les administrations, les entrepreneurs et la société civile, renforcer les liens université-entreprise en partenariat bien sûr, par les mécanismes de financement collaboratif pour booster l'innovation. L'autre point, donner la possibilité aux PME d'interagir avec les géants du numérique et d'exposer leur innovation sur les plateformes internationales. Le dernier point sur recommandation des écosystèmes, pousser les entreprises africaines à intégrer les normes environnementales et agir pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences. En termes d'infrastructures, concrétiser le développement des infrastructures à travers des plateformes technologiques innovantes et notamment des data centers, c'est-à-dire l'Interco et les data centers, tout cela fait partie d'infrastructures. Créer des clouds africains pour soutenir la montée en puissance des usages digitaux. Et troisième point sur l'infrastructure, c'est mutualiser les technologies cloud, satellite, data center pour couvrir les zones blanches. En ce qui concerne le capital humain, prioriser la formation du capital humain pour garantir la sécurité des données et renforcer les compétences humaines et la formation autour du digital. On a eu un débat très houleux, je crois vers 15h, 16h, qui était très intéressant. Favoriser l'émergence d'une génération digitale pour participer à la révolution numérique, bien sûr, évidemment sans oublier aussi la formation de nos élites, tous mes respects. Créer les conditions pour que chacun puisse travailler partout pour renforcer la compétitivité. Et le dernier point sur le capital humain, c'est vulgariser la culture numérique pour la rendre accessible à tous les citoyens africains. Sur la législation, ratifier le traité de Malabo pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité, je dirais surtout la gouvernance des données, parce qu'il y a plus que la cybersécurité, et harmoniser la réglementation, c'est doter de législations de protection des données adéquates, créer des réglementations sur le cloud, mais je dirais créer des réglementations pour le développement. Car il y a la réglementation et il y a la réglementation pour le développement. La réglementation pour le développement est adaptive. Améliorer le climat des affaires pour attirer les investisseurs. Et le dernier point, c'est mettre en place les services publics online. Les services publics online, ça c'est l'e-gov. Et ça, je dirais que c'est le seul arme qui combat véritablement la corruption partout dans le monde. Sur la coopération, travailler ensemble et se faire confiance entre pays, entreprises, sociétés civiles africaines et établir un agenda de la souveraineté numérique en Afrique validé par les chefs d'État. Comme j'ai quelques minutes, je voulais juste partager
un truc très important que j'ai lu sur Simon Sinek, pour donner un peu l'analogie de l'état d'âme quand on dit qu'on a besoin d'un changement de paradigme en Afrique. Vous savez, je ne sais pas combien de personnes dans la salle sont familiers avec le jeu infini et le jeu infini. Finite and Infinite Game. En 1968, au Vietnam, nord du Vietnam, les Vietnamiens se sont préparés un jour qu'on appelle le TED. C'est un peu comme le Thanksgiving et ainsi de suite. Ils se sont organisés, ils sont allés attaquer les Américains. TED Offensive. Et dans cette bataille, les Vietnamiens ont perdu. Et ils ont organisé d'autres mini-TED après cela. Les Vietnamiens ont perdu. Dans toute cette histoire, le Vietnam a perdu plus de 100 000 soldats. Les Américains ont gagné toute la bataille. La question fondamentale, comment peut-on gagner plusieurs batailles et perdre la guerre? Les États-Unis ont perdu la guerre. C'est parce que les Vietnamiens n'étaient pas dans cette guerre pour gagner. Ils étaient dans un esprit d'État qu'on appelle Infinite Game. Le Finite Game, c'est comme un match de football. Il y a 11 joueurs, il y a un gagnant, il y a 90 minutes, un match de handball, un match de basketball. Il y a des rules and regulations, il y a des lois. Dans le Infinite Game, c'est comme l'armement au temps du Cold War, c'est-à-dire la guerre froide. Nous allons nous armer jusqu'à ce qu'un abandonne par manque de ressources. L'état d'esprit des Vietnamiens, c'était Infinite Game. On n'est pas dans cette guerre, ce n'est pas pour gagner. Alors, mais quelle est l'analogie? Aujourd'hui, le leadership dans le monde, le leadership, l'old school, l'ancienne école, ils sont dans un finite game. En pensant que nous étions dans un bulle, nous allons rester dans ce bulle. Mais la nouvelle génération, nos jeunes frères, la nouvelle génération, c'est l'esprit des infinite game. Je parle bien des entrepreneurs. Dans le jeu de Infinite Game, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de règles. Ça peut changer tout le temps, les acteurs peuvent changer tout le temps. Et tout le temps, c'est disruptif. Alors, comment peut-on être sur un vol et changer à tout moment le plan de vol? Ça, c'est le challenge du leadership en Afrique. Je demande à tout le monde d'être dans un esprit de Infinite Game et que dans le monde, tout change. La seule chose qui reste constante, c'est le mot changement. Et c'est la conséquence de l'inadéquatie entre l'éducation que nous donnons à nos futures générations et la réalité du marché des entreprises privées en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lassina Koné. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Alors, donc, nous allons entrer donc, dans la clôture de cette 10e édition des Assises de la transformation numérique en Afrique. Et pour cela, je vais appeler les dirigeants des deux organisations co-organisatrices de cette 10e édition des Assises. Je vais appeler Monsieur Mohamedou Diallo, président de CIOMAG, fondateur des ATA, ainsi que Monsieur Omar Seghrouchni, président de la CNDP Maroc. Merci bien. Ils vont nous faire un mot de clôture commun. Voilà. Donc cette clôture contient deux parenthèses. Une parenthèse fermante Maroc et une parenthèse fermante ATDA Global. Je m'occupe de la parenthèse fermante Maroc et 10e édition.
je ne vais pas redire ce que j'ai évoqué lors de mon mot d'ouverture, mais le Maroc vit en permanence sa vocation de terre d'accueil. Et le fait d'avoir accueilli les 10e éditions des ATDA, en fait, ne se limite pas à accueillir cette 10e édition, mais à accueillir un processus mature qui est en train d'évoluer vers plein d'autres choses, vers une prise de conscience complète à laquelle a appelé M. Lassina Koné de Smart Africa, prise de conscience qui ne doit pas s'arrêter aux belles paroles, aux mots d'ouverture et aux mots de clôture, mais à ce qu'il disait dans une conversation en aparté ce matin, un modèle d'implémentation. On doit passer des modèles politiquement annonciateurs à des modèles de réalisation et des modèles d'implémentation. Donc en fait, la CNDP du Maroc, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel au Maroc, et le Maroc de façon générale, puisqu'en fait nous avons été soutenus par toutes les autorités concernées, que je remercie ici de façon appuyée. Le Maroc est fier d'avoir contribué à ces 10e ATDA et est fier de pouvoir contribuer demain à la 2e marche après 10 ans, mais c'est une marche agile. Je ne reprendrai pas l'image du Vietnam, mais en fait, parce que le Vietnam, ça fait penser au napalm. Il ne veut pas penser au napalm. En fait, nous devons être agiles, et c'est ce qu'on entend parler, évoquer ici et là. Il ne faut pas que l'agilité soit un mot à la mode. L'agilité, c'est être prêt à changer son fusil d'épaule à chaque fois que nécessaire. Mais l'agilité, ce n'est pas le désordre. C'est la structure vers un objectif qui peut être mis à jour régulièrement parce qu'on considère que il y a des éléments de contexte qui nous amènent à évoluer. Et je dirais que le pendant de l'agilité, c'est éviter tout retard. Pourquoi éviter tout retard? Parce que si on attend à chaque fois une réunion officielle qui va se tenir 2 semaines ou 3 mois ou 6 mois après pour statuer qu'il y a des choses à changer, ben en fait, on ne fait que cumuler le retard. Donc pour nous, l'agilité, c'est la chasse au retard le plus en amont possible pour recadrer l'objectif. Et c'est ça qui doit nous permettre, en fait, de ne pas perdre de temps. Et on n'a pas le droit de perdre du temps. Et encore une fois, je vous remercie tous les présents. Je remercie M. Diallo d'avoir accepté d'organiser ces 10e éditions en termes africaines. Et je réitère notre engagement à aller de l'avant de façon agile vers des choses concrètes et pragmatiques, opérationnelles, et qui nous rassemblent tous. On ne pourra pas avancer sans être tous ensemble. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je commence à retrouver ma voix à la fin. Je suis ravi de pouvoir prendre le micro et parler de façon ouverte, comme je n'ai pas pu le faire à l'ouverture. C'est agile, exactement. Très bien. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des participants à ces assises de la transformation digitale qui a tenu ses promesses en termes de contenu. J'espère que vous avez apprécié la qualité des intervenants. On a eu des intervenants de qualité. Donc, pour clôturer ces débats avec Lassina Koné qui nous a fait une belle prestation, et également notre ami Gauthier Vasseur de Berkeley, avec qui nous avons travaillé sur un programme qui est dédié aux femmes. Donc j'ai eu la chance d'être choisi
en tant que membre du jury pour représenter le continent africain dans ce concours international pour choisir la femme de l'année. Et je suis ravi d'avoir porté un choix sur des femmes de qualité, dont 2 ont été choisies, et les autres également ont beaucoup de qualité, sur d'autres catégories où il y avait la concurrence qui était très rude, avec des Américaines, des Asiatiques, des Brésiliennes, etc. Et finalement, bon, à l'arrivée, sur la partie femme de l'année, 2 femmes africaines ont été choisies. J'en suis très ravi et très fier des femmes qui représentent le continent. Alors, pour continuer dans cette lancée, lors de ces ATDA, donc l'objectif était multiple. Le premier objectif, c'est de fédérer, de voir, puisque l'origine des assises de la transformation digitale, c'était une activité qui était destinée aux directeurs des systèmes d'information. Ils sont là, M. Sad, qui représente l'OSIM. Avec l'OSIM, tout est parti avec l'OSIM au départ, en fait, en 2006. Et je rends hommage à ces DSI qui sont là et qui soutiennent les initiatives depuis le début. Et l'objectif également, c'était de dire, voilà, nous avons tous à gagner à fédérer nos forces pour mutualiser, parce que le mot a été prononcé à plusieurs reprises, mutualiser nos forces, mutualiser nos connaissances, mutualiser nos ressources pour arriver à quelque chose. Et le maître mot, c'était ça. Donc, en réunissant les DSI, ici, en terre marocaine, c'est de repartir sur une base qui avait vraiment été fondamentalement à l'origine de la création même de CIUMAG. C'est de dire aux DSI, réunissez-vous, fédérez vos actions pour qu'on soit plus efficace. Et les DSI sont là, je pense qu'ils ont tenu des travaux. Et je pense qu'à l'issue de cette réunion, une nouvelle étape va être lancée pour qu'on puisse aller de l'avant dans la fédération des DSI africains. L'autre étape également, donc ils ne m'ont pas attendu, ils l'ont fait, c'est les régulateurs, les commissions nationales des données personnelles. Ils ont déjà mis en place une action pour fédérer leur action au niveau panafricain. Je pense que la CNDP et puis les autres acteurs, la présidente, Mme Awandiaï, qui est là, ont commencé à faire un travail dans ce sens qui va favoriser cette fédération. Et mon rêve, c'était ça, de pouvoir réunir également les agences gouvernementales en charge du développement. On a pu en réunir quelques-uns. Et l'idée, c'est de voir, à travers ce que fait l'Alliance Smart Africa, de mettre en place une association panafricaine qui puisse fédérer l'ensemble de ces travaux-là qui se font dans chacun des pays. Alors je me dis, voilà, si on se retrouve tous autour d'un projet, on peut être encore beaucoup plus efficace. Et pour finir, je n'oublierai pas nos amis de l'APBI qui sont là. Et l'idée également, c'est de voir avec nos amis Antoine Gomme, avec nos amis de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc, de pouvoir fédérer, d'avoir des associations. Donc voilà, c'est l'association patronale, pouvoir réunir tout le monde autour de cela. Je pense que les assises ont pu réussir à faire ça, avoir les DSI, les agences gouvernementales, les régulateurs et les patronats, tous dans le digital, pour unir nos forces et arriver à quelque chose. Donc là, c'était vraiment l'objectif premier des assises de la transformation digitale. Et je remercie cette édition organisée ici en terre marocaine. Pour la première fois, on sortait de l'Europe pour faire ici au Maroc. Et grâce à l'implication du co-organisateur, la CNDP, on a réussi à faire un bel événement. Je vous remercie pour cela. Alors, avant de terminer, donc, on a des perspectives. Les perspectives, c'est 2022. Et je disais que cette année, les assises vont marquer une étape importante, puisqu'à partir de maintenant, on va alterner une année sur 2, donc une année en Europe et une année en Afrique. Et dans la perspective, donc l'année prochaine, nous serons accueillis à Genève par l'Union internationale des télécommunications et la Chambre de commerce et d'industrie de Genève qui nous accueille les 15 et 16 décembre à la place des Nations, donc au siège des Nations Unies pour faire la 11e édition des Assises de la transformation digitale que je vous présente en exclusivité pour que vous puissiez voir comment ça va se passer. Voilà. Et ça va porter sur... Il a oublié un élément, je vais lui passer le parole après. On va traiter des sujets toujours liés à la transformation digitale du continent. On va traiter des sujets liés à l'e-commerce, puisqu'on va rentrer de plein pied sur le commerce électronique, comment fluidifier les échanges entre pays. Et quand on en a parlé avec l'OMC ou l'International Trade Center qui est là, ils ont tous dit que c'est une bonne action de pouvoir le faire à Genève. Et donc, on va parler de coopération entre l'Europe et l'Afrique et au-delà. Donc, on est ravis de pouvoir vous inviter l'année prochaine, les 15 et 16 décembre à Genève, pour la 11e édition des Assises de la transformation digitale. Pour terminer, donc, je remercierai chaleureusement
le Royaume du Maroc pour cet accueil formidable qu'ils nous ont réservé. Et ce n'est pas évident en période de crise, donc on a pensé à le reporter, à le maintenir, et finalement, ils nous ont convaincus de le maintenir ici au Maroc, et l'accueil a été à la hauteur. Et nous sommes vraiment ravis de pouvoir l'organiser pour la première fois ici au Maroc. Et encore une fois, c'est pour nous de quelque chose de très important, puisque tout a démarré ici. Quand on a lancé SIAYOMAG en 2006, ici à Marrakech, on est revenu fêter les 10 ans ici au Maroc. Ça a du sens, au-delà du fait de le faire pour la première fois en terre africaine. Je vois mon ami Taïb Debark, qui était à l'époque secrétaire général du ministère de l'économie numérique, qui était venu faire l'inauguration. Donc ça me fait un plaisir de le revoir aujourd'hui, 10 ans ou 15 ans après, pour pouvoir montrer la fidélité et l'amitié et la famille qu'il y a autour de SIAYOMAG, autour de nos... Excusez-moi. Désolé. Je passe la parole parce que là, je tiens plus. Désolé. Donc voilà, on pourra revenir là-dessus ce soir lors de la soirée de gala pour dire que voilà, SIAYOMAG, les ATDA, c'est une famille, c'est une amitié qui est de longue date et ça fait 15 ans ou 16 ans ça dure, ça va continuer encore pour fédérer et rassembler et vous dire toute ma sympathie et mon amitié pour ce que vous avez fait et ce que vous faites. On n'a pas assez remercié tous les sponsors qui sont là. Je ne pourrais pas les citer individuellement, mais ils ont vraiment été ils ont soutenu dès le départ quand on a voulu le faire et ils ont soutenu depuis le début et je les remercie du fond du cœur. Je ne peux pas continuer plus loin parce que là la voix ne veut plus. Je vous remercie. Vous observerez qu'on est très solidaires, puisque même en toussant vers moi, je n'ai pas bougé. Donc ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous organisons pour fin janvier au Maroc, sur plusieurs villes, la semaine de ce qu'on va appeler désormais de la confiance numérique. Plusieurs villes, car nous souhaitons donner une dimension territoriale à la sensibilisation et à la défense de ce concept de confiance numérique. Et j'aurai le plaisir de vous adresser, parce qu'on continuera à travailler ensemble avec Mohamedou sur ce sujet-là, un programme dans les jours ou premières semaines qui viennent. Merci. Il ne reste plus qu'à vous remercier et vous souhaiter une bonne suite des événements et puis à ce soir pour la soirée des galas. Mais, ce n'est pas encore fini. 10 ans, c'est quand même important et 10 ans, ça se fête. Alors, avant que je vous donne les dispositions pratiques pour la soirée de ce soir, parce qu'on se connaît, dès qu'on va vous dire soirée gala, vous allez savoir, tout le monde va partir. Donc, c'est important, 10 ans. Donc, ce serait bien, en fait, que tout le monde vienne sur le podium et qu'on fasse une photo de groupe. Voilà. Mamadou, c'est bien cela. Et après, une fois qu'on aura fait la photo de groupe, je vous donnerai les dispositions pour le dîner de gala ce soir. Voilà. Un, deux. Évidemment, les plus petits et les femmes devant, s'il vous plaît.
Les femmes devant, soyons visibles. Déjà qu'on n'est pas assez dans la tech. Alors si vous nous cachez, c'est pas drôle. Voilà. Ah bah oui, mais... Non, mais c'est pas grave. Non, Les femmes, elles se mettent devant, s'il vous plaît. Je vois des femmes qui partent derrière. il faut regarder où? Regardez le photographe en face de vous. Ok. Ok, tout le monde est là. Et dans 3, 2, 1. Ok, ben, merci beaucoup pour tout le monde. Pour votre... Allô. Oui, merci tout le monde pour votre coopération. Donc je vous laisse descendre. Et votre grande patience, merci beaucoup. Mais là, jusqu'à présent, on était dans le play, on était dans le work hard. Maintenant, c'est play hard. Alors, voilà. Voilà, alors un dîner de gala est organisé ce soir. Les cartes d'invitation ont été remises. Le départ aura lieu à 20h des différents hôtels. Donc départ des navettes ce soir à 20h. À partir des différents hôtels. Départ des navettes à 20h. Les organisateurs. Ok, merci beaucoup.